Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler bien sûr d'innovation, de nouveautés matérielles avec notamment un matériel venu tout droit des États-Unis. Puis on va faire aussi un point sur la récolte. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Ah, ça fait du bien de vous retrouver pour cette rentrée placée sous le signe de l'innovation. Nous commencerons par parler matériel américain avec Christophe Guillard, un agriculteur qui pratique le TCS depuis maintenant 25 ans et qui a importé une prétraceuse des États-Unis. Puis nous parlerons des bassines, de leurs avantages et inconvénients, mais également de leurs coûts avec Guillaume Chamoulot. Enfin, nous parlerons récolte avec François Arnoux, qui nous expliquera comment il est parvenu à sauver les meubles cette année. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Grosse incertitude sur la tenue des salons agricoles. Après l'annulation de dernière minute de la foire de Châlons, AGCO annonce cette semaine qu'il ne participera pas à l'édition physique de l'EIMA en février 2021. Le groupe justifie cette décision par l'évolution de l'épidémie du Covid-19. Parallèlement, ses principales marques Fendt, Massey Ferguson et Valtra vont accélérer sur la digitalisation de leur communication, à l'image du lancement Massey Ferguson New Era du 24 juillet dernier. Ça y est, ils sont rentrés de congé, et pour le moins bronzés et en forme. Les Tontons Farmers ont reçu mardi dernier Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, pour faire un point sur la campagne 2020 qui s'annonce pour le moins catastrophique. Les Tontons Farmers vous donnent rendez-vous mardi prochain à 19h pour une nouvelle émission dont le titre est « Agriculteur, un métier à risque ». Tout un programme. Connaissez-vous les prétraceuses? C'est un outil importé des États-Unis, vous allez pouvoir le découvrir. Christophe Guillard est agriculteur dans le sud de l'Indre-et-Loire. Il pratique le TCS depuis 25 ans et c'est dans ce cadre qu'il a importé le pluribus de l'entreprise Down depuis les États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pas un striptease, c'est une prétraceuse, souvent. La raison, c'est qu'on travaille une bande, mais vraiment en superficie. On travaille une bande de 12 cm à peu près de large, sur 3 à 7, 8, 10 cm maximum. Mais l'objectif, c'est de travailler juste la profondeur du semis. Je m'en sers principalement pour les tournesols, parce qu'on constate que de semer des tournesols en direct, c'est très délicat, il y a beaucoup d'échecs. Autant le maïs serait bien. Et après, je m'en sers également, comme je l'ai, je m'en sers aussi pour les maïs, si vous voulez. Et sinon, je m'en sers aussi pour les colzas. Parfois, quand il y a des couverts très épais, ça me permet d'écarter un peu la végétation, de dégager un tout petit peu. Alors, contrairement à d'autres, cet appareil, si vous voulez, je travaille et je sème, mais pas en même temps. Soit j'attends comme on a des terres assez argileuses ici, j'attends entre 6 heures et une journée ou une journée et demie avant de ressemer. Ça permet à la terre à la fois de se réchauffer, relancer la minéralisation, et puis surtout aussi, l'intérêt c'est de dégager la ligne de semis. On peut aussi très bien semer de l'engrais dans la ligne de semis, mais moi je le fais avec mon semoir monograine. Sinon l'intérêt c'est de jamais tasser par les tracteurs la ligne de semis. Voilà, ça c'est primordial par rapport à d'autres techniques. Et puis aussi par rapport à un striptease là-dedans, l'intérêt c'est les disques, alors, vous pouvez les apercevoir comme ça. Elle arrache le sol sur 5-6 cm. Et puis derrière vous avez le contrôle de profondeur qui se fait par les roues et vous avez des griffes qui émiettent le sol. C'est très très simple, ça demande très peu de puissance. Un tracteur de 100 à 120 chevaux le tire largement. On avance à 8-10 à l'heure.
et pour des consommations à l'hectare de 4 à 5 litres. Voilà, uniquement. Et on le sait, la sécheresse est un véritable problème. On parle de plus en plus des bassines, les points forts, les points faibles de cette nouvelle solution. Alors ici donc on est sur une bassine. Pour certains détracteurs ça a pas mal d'inconvénients. Pour nous c'est surtout des inconvénients d'ordre technique. Des tuyaux qui à l'époque où ça a été réfléchi il y a 20 ans étaient un peu sous-dimensionnés. On a aujourd'hui des problèmes d'algues qui viennent boucher les tuyaux. Il faut gérer des petits trous dans la bâche, des choses comme ça. Mais pour nous, on voit plutôt que des effets positifs. Le premier rôle, c'est de prélever l'eau l'hiver dans la rivière quand on est en excès pour pouvoir l'utiliser l'été. Ça marche. Ça a marché tous les ans depuis 20 ans, on l'a toujours rempli à totalité. La vie s'y est même développée, puisqu'il y a des poissons qui sont venus tout seuls. Il y a des coquillages. Donc au global, on n'y voit que des aspects positifs. Pas d'impact sur le lit de la rivière, puisqu'on était dans un ancien champ. Voilà. Donc pour nous, une bassine, c'est quelque chose qu'il faudrait reproduire, c'est positif. Alors ici, sur une bassine, quand elle est pleine, il y a à peu près sur celle-ci, à peu près 12 mètres de hauteur d'eau. Et même si en profondeur, il n'y a pas de lumière, puisqu'on a même les pompiers qui sont venus s'y entraîner pour la plongée, eh bien, on a de la vie qui s'y est développée. On a des algues qui ont réussi à se développer au fond sur le peu de sédiments qui sont apportés par l'eau pompée l'hiver. On a des poissons, sûrement les alevins ont été montés là aussi par la pompe, des petits coquillages, on a des oiseaux qui viennent s'y poser, les canards fréquemment, etc. Donc il y a une vraie vie, on n'est pas sur quelque chose d'inerte malgré l'idée qu'on peut s'en faire. Alors pour acheter une bassine comme ça, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de marché vous pouvez chercher sur le bon coin, vous ne trouverez pas l'annonce. Pour pouvoir construire quelque chose comme ça, en fait, c'est des procédures relativement longues. C'est des dossiers loi sur l'eau, c'est soumis à étude d'impact, donc c'est super lourd. Il faut, en fait, si on veut faire des choses comme ça, alors on peut les faire en individuel, mais c'est majoritairement collectif. Et il faut suivre des procédures et en fait, on est dans un schéma de collectivité avec appel d'offres, etc. C'est un petit peu, là aussi, ce serait une petite faiblesse, c'est qu'on ne maîtrise pas le prix. Et entre il y a 20 ans, quand celle-ci a été construite, et aujourd'hui, le coût a à peu près été multiplié par 5, puisqu'ici on était à peu près 1,50 € du mètre cube, et aujourd'hui il faut 7 à 7,5 € du mètre cube pour pouvoir construire la même chose. Donc on a des coûts qui se sont envolés, surtout par une surenchère administrative, des dossiers d'études, de protection juridique, etc. Il faudrait, voilà, pour pouvoir démultiplier encore plus ce type de stockage, sans que ça coûte trop cher, parce qu'il y a une partie aussi de financement d'argent public, il faudrait arrêter la surenchère administrative au niveau des dossiers. Mais pour ça, il faudrait que la loi soit un petit peu plus précise, il faut une volonté politique, il faut aller toucher les textes, il faut le juridique. Voilà. Il faut une acceptation globale, mais il faut surtout que quelques personnes qui soient contre ne fassent pas bloquer et surenchérir les prix, parce qu'au final, tout le monde y perd. Donc c'est un petit peu dommage. On le sait, dans de nombreuses régions, les rendements ont été très mauvais. Cependant, vous allez voir cet agriculteur, l'histoire commençait mal et pourtant, elle se finit bien. Alors donc ici, c'était une parcelle de blé dur. Semée, la particularité de cette parcelle, c'est qu'elle a été semée tardivement, fin mars, début avril. Donc on a semé cette parcelle très tardivement parce qu'en fait on a eu énormément de pluie à partir de fin octobre jusqu'à mi-mars et il était complètement impossible pour nous de rentrer dans les terrains. On a eu plus d'une année de pluie en 5 mois et c'était impossible pour nous de rentrer dans les terrains pour semer le blé dur aux bonnes dates, aux dates habituelles. Alors la levée a été très compliquée parce que non seulement on a semé fin mars, mais on a eu une sécheresse très longue de 6 semaines derrière et la levée en fait s'est réalisée que début mai. Alors la levée, normalement, c'est sur 8 jours, surtout à des dates au printemps où les jours où il y a plus de température. Donc on espérait 8 jours, on espérait une semaine, ça s'est traduit 6 semaines. Alors effectivement, à des dates de levée aussi tardives, la culture était très mal partie, voire compromise. Ce qui s'est passé derrière, malgré plusieurs épisodes de sec, on a eu 2 gros épisodes de pluie, le 10 mai et le 10 juin, qui ont suffi, 200 mm environ sur ces 2 périodes, qui ont reconstitué la réserve utile de ces sols qui sont très profonds et qui a permis au blé de pousser et de mûrir jusqu'à la fin. Alors contre toute attente, derrière, le rendement est complètement inespéré parce qu'on a un rendement qui est tout à fait correct, qui est moins élevé que d'habitude, ça c'est sûr, on le savait très bien quand on avait semé. Malgré tout, on atteint à peu près 70 quintaux dans cette parcelle, ce qui est complètement inespéré, ce qui est l'équivalent environ de 10 000 sachets de pâte de 500 grammes.
donc ce qui est inférieur aux années habituelles, mais qui est vraiment un rendement tout à fait correct par rapport aux conditions de l'année. Eh bien, la leçon de tout ça, c'est qu'en fait, il fallait oser. Il fallait oser parce qu'on ne pouvait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de semer que du maïs ou du tournesol à cette date-là. Donc on a osé quand même semer la céréale, ce qui n'était vraiment pas gagné. Donc on a osé et on a aussi donc pu constater qu'on a des sols qui répondent très bien à l'espèce blé dur parce que les réserves en eau sont tout à fait satisfaisantes. On a un climat tempéré avec la proximité de la mer, une brise marine qui fait qu'on a tout le temps une très bonne qualité ou souvent une très bonne qualité en blé dur. Et puis on voit aussi, on a pu mesurer quand même tout cet aspect progrès génétique au niveau de l'espèce blé dur qui fait qu'on a une souplesse sur cette espèce qui est assez unique. La preuve, c'est que sur des dates de semis tardives, rappelons aussi que le blé dur est un blé dur, une espèce de printemps. Donc normalement, on doit la semer au printemps, mais quand on dit printemps, ça s'arrête quand même mars, sinon après c'est pas possible, ça pousse pas. Bon là, on était hors norme, mais cette espèce de blé dur, blé dur de printemps est très souple et on mesure depuis 30 ans un progrès génétique énorme qui a fait qu'on atteint aujourd'hui des rendements qui sont tout à fait corrects, même si on est dans des conditions extrêmes. Oui, alors ce qui était important aussi pour semer une céréale, c'est qu'on ait du grain, mais qu'on ait aussi de la paille. Il y a une pénurie énorme de paille aujourd'hui sur le territoire français. Nos amis éleveurs n'ont pas la paille, n'ont pas le volume de paille nécessaire pour leurs animaux. Et donc sur cette parcelle, eh bien, nous avons gardé la paille. Traditionnellement, on restitue la paille au sol ici pour ramener de la matière organique, mais exceptionnellement cette année, par solidarité avec nos amis éleveurs, il était indispensable qu'on garde la paille et ça nous fait plaisir de pouvoir leur fournir de la paille car ils en ont vraiment besoin et il y a un manque très fort. Voilà, j'étais très heureux de partager avec vous cette première émission de la nouvelle saison Power Boost. Alors, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez tout savoir sur l'innovation en consultant notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis, mardi prochain, n'oubliez pas notre nouvelle émission Les Tontons Farmers sur YouTube, sur la chaîne Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.